Et donc, l'article 6 continue d'exister, en quelque sorte, et je vais donc passer à l'amendement suivant, qui va être présenté peut-être par, je vous en prie, Madame Canales, le 245. Merci. Je présente l'amendement de mon collègue Michaud et d'autres collègues. Pour donner le contexte, je vais donner un exemple, l'exemple de l'entreprise Duralex, qui a été reprise avec succès sous forme coopérative, ce qui démontre la pertinence des solutions collectives, l'ancrage local préservé, des emplois qui sont maintenus et une gouvernance qui devient plus démocratique. L'amendement, il a pour objectif de faciliter la reprise d'entreprise par les salariés en permettant le déblocage anticipé de droits afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production. Aujourd'hui, on le voit, il y a quand même de plus en plus de sujets autour des fonds de pension étrangers qui viennent, qui s'immiscent dans les entreprises, et les salariés disposent quand même rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. Donc l'idée, c'est d'ouvrir cette possibilité, à titre encadré, sous conditions évidemment, de débloquer des sommes, normalement bloquées pendant plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement et accompagner les reprises d'entreprises par les salariés qui ont cette expertise sur des transitions industrielles auxquelles nous tenons. Et ça s'inscrit évidemment dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français. Je voudrais conclure pour défendre cet amendement auquel nous croyons que justement il y a cette phrase Duralex, puisqu'on parle de Duralex, Duralex c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi. Et vraiment, je vous invite à permettre que cet amendement rentre dans la loi pour pouvoir accompagner les reprises d'entreprises par les salariés. Merci Madame Canales. L'avis de la Commission. Merci Madame la Présidente, et je voudrais m'associer à l'éloge que vous faites de cette initiative pour Duralex, et moi je souhaite que ça puisse se réaliser pour d'autres entreprises. C'est une belle réalité, en tout cas de maintien d'une activité sur un territoire, et on ne peut que saluer une telle initiative. Vous avez proposé quelque chose qui est intéressant, mais techniquement parlant, c'est un peu difficile pour moi de savoir ce à quoi il faut s'attendre à ça, sachant qu'en fait, il y a quand même la taxe sur les salaires de 8%, hein, donc, qui serait sur ces comment dirais-je, que je reprenne mon papier parce que là, qui s'impose à la taxe sur les salaires au taux de 8%. Donc, bon, ce serait donc plutôt positif. Mais on n'a pas eu techniquement le temps d'étudier le sujet et de voir comment voilà, le prendre. Donc, je demanderai l'avis du gouvernement. Donc, vous tombez bien, Monsieur le Ministre. Bien, l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, alors l'avis du gouvernement, il se fonde sur le fait qu'il existe déjà des possibilités pour le salarié de liquidation anticipée de la participation et des plans d'épargne d'entreprise. Alors, dans quel cas? Pour la reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer le contrôle, ou encore pour l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production. Voilà, nous voilà dans le cas de Duralex. Par ailleurs, le dispositif FCPE de reprise, prévu par le Code du travail, investi en titre non coté de l'entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés, permet déjà la transmission de l'entreprise à ses salariés via donc le plan d'épargne entreprise. Enfin, d'une manière un peu générique, vous comprendrez que je ne suis pas très enclin à être favorable à la création de niches supplémentaires. J'aurais plutôt une attitude inverse, en essayant plutôt de les réduire que de les augmenter. Donc pour ces trois raisons, je serai défavorable à votre amendement. Bien. Alors, demande d'explication de vote. Madame Canales, vous pouvez, hein, sans problème. Non, pour répondre à Madame Doineau, effectivement, l'objectif, c'est d'encourager ces projets vertueux de transmission avec le taux du forfait social applicable à ces sommes qui est réduit de 8%. Donc, Monsieur le Ministre, ce n'est pas une niche, c'est en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP, et ça permet de favoriser la continuité de l'emploi, la stabilité économique et une grande appropriation des outils de production par ceux qui travaillent. Et puis quand même, on a eu des exemples récents avec des productions de Doliprane dont la cession des fonds d'investissement américains a suscité l'inquiétude et qui avait illustré qu'il n'y a pas de financement. Alors, il doit exister
quelque part des systèmes pour le faire, mais faute de dispositifs de financement adaptés, on a perdu cette possibilité pour les salariés. Donc voilà, peut-être qu'il est techniquement à repenser, mais en tout cas, on pense qu'il permet, et que ce n'est pas une niche, permet de faire avancer la réappropriation pour certains dossiers par certains salariés sur des objectifs très importants de souveraineté économique. Merci. Madame Prima, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais venir en soutien de cet amendement, pas pour créer une niche supplémentaire. D'abord, je pense que même si c'était une niche, ça serait une niche toute petite. Il y aurait un petit chien à l'intérieur. Il s'est avéré que j'ai visité plusieurs scopes en fait dans les mois qui sont passés, et beaucoup de salariés, notamment la présidente des scopes, m'a indiqué qu'il y avait des difficultés pour les salariés qui sont dans les périodes de transition à reprendre en fait des scopes avec la fin de leur travail de salarié. S'il y a un plan d'épargne, c'est pas sûr, il n'y en a pas dans toutes les entreprises. En fait, en fonction des cas, la situation pour les salariés qui reprennent l'entreprise peut être très difficile. Donc moi, je vais en soutien. Peut-être qu'il faut le nettoyer techniquement, peut-être qu'il faut l'améliorer, mais en tout cas, je viens en soutien de cet amendement qui me paraît fondamental, notamment dans les territoires français où il y a des petites entreprises artisanales qui sont souvent reprises par les employés. Chers collègues, Monsieur Chassaing, explication de vote. Je m'associerai à ce que vient de dire Madame la Présidente, Madame la Ministre, ce que vient de dire Madame la Ministre, parce que dans les zones rurales, il y a des petites entreprises. Bien sûr, c'est au cas par cas. Si ça se trouve, dans certaines entreprises, ça ne sera pas possible. Mais je pense que dans certains cas, il est bien de pouvoir trouver une solution avec les salariés. Et donc, je soutiendrai cet amendement. Si plus d'interventions, je vais donc mettre aux voix l'amendement présenté par Madame Canales, qui, je vous rappelle, a eu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, il est adopté. Alors, je vais mettre aux voix l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 8 est adopté. Nous continuons après l'article 8. Madame Le Houerou, c'est le 1672. Oui, alors je me saisis de la discussion sur cet article 8 afin d'aborder le sujet des allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés aux entreprises relevant d'une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC. Nous portons avec les sénateurs et sénatrices socialistes, écologistes et républicains un amendement qui vise à calculer les allègements sur les salaires minimaux et non plus sur le SMIC pour lutter contre les faibles rémunérations et pour réduire le manque à gagner pour la sécurité sociale. De nombreuses branches professionnelles fixent par accord des minima salariaux inférieurs au SMIC, écrasant par le bas l'échelle des rémunérations et limitant ainsi les évolutions salariales. Au 24 janvier 2025, à la suite de la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre 2024, 94 des 171 branches du régime général affichaient des salaires minimums inférieurs au SMIC. En 2024, 5 branches affichaient des minima structurellement inférieurs au SMIC. Nous noterons ici une amélioration en comparaison à la vingtaine de branches habituelles. Cependant, cette mécanique reste problématique. En effet, elle autorise les employeurs à précariser des salariés, ces derniers ne touchant pas le minimum légal. Ainsi, il paraît nécessaire de désinciter les rémunérations inférieures au SMIC, alors que le système actuel d'allègements généraux les favorise. En effet, il est prévu que même pour un salaire horaire inférieur au SMIC, le montant des exonérations soit calculé sur la base du SMIC, donc une base supérieure à la rémunération réelle. Ces employeurs profitent donc proportionnellement d'exonérations à un taux supérieur que le reste des employeurs. C'est pourquoi cet amendement propose que les allègements soient systématiquement calculés sur la base de la rémunération réelle. Merci Madame Le Houerou. L'avis de la commission, s'il vous plaît. Oui, merci chers collègues de cette présentation qui propose de réduire donc les allègements généraux de cotisations patronales pour les branches ayant des minima de salaire inférieurs au SMIC, si j'ai bien compris, en les calculant sur la base non du SMIC du coup, mais du salaire minimum de branche.
En fait, cet amendement est contraire dans son esprit à l'amendement 602 de la commission qui tend à supprimer l'article 8 sexies qui poursuit un objectif analogue. Pour autant, j'ai d'autres sujets de contrariété, si je puis dire, avec cet amendement. Il présente divers problèmes techniques. Par exemple, il ne prévoit pas ce qui se passe dans le cas des conventions collectives comprenant plusieurs grilles salariales différentes avec des minima distincts, en fait. Et il pose aussi un problème d'équité, voire de conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. En effet, deux entreprises menant la même politique salariale pourraient être traitées différemment selon que la branche à laquelle elles appartiennent dispose ou non de minima inférieurs au SMIC, et ce même si leurs salaires sont élevés. Surtout, traiter un sujet de droit du travail, donc la revalorisation des minima de branche, au moyen des allègements généraux, conduirait à d'importants effets non souhaités. En effet, les branches visées par cet article sont celles qui emploient une forte proportion de salariés rémunérés au SMIC, c'est-à-dire celles qui ont le plus besoin des allègements généraux et pour lesquelles il est le plus difficile de revaloriser leur grille de salaire. Réduire les allègements généraux pour ces branches pourrait donc avoir pour principal effet non de susciter en fait des hausses de salaire, mais de détruire des emplois. La question de la revalorisation des minima de branche semble en fait plutôt relever des négociations annuelles obligatoires. Une future loi travail, monsieur le ministre du Travail, serait vraisemblablement un véhicule plus approprié qu'un PLFSS. C'est un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs les sénateurs, nous partageons cette préoccupation que les salaires dans toutes les branches soient au bon niveau. Et c'est important, et madame la rapporteure générale l'a dit, pour valoriser le travail. Le travail, pour le valoriser, il faut des rémunérations justes, des rémunérations qui progressent tout au long de la carrière. Donc c'est un sujet très important. Sur la modalité que vous proposez, je vais vous expliquer pourquoi je n'y suis pas favorable, parce qu'il peut y avoir comme c'est un mécanisme un peu à deux étages, on peut avoir des cas de figure où une entreprise qui appliquerait des salaires corrects pourrait se faire prendre parce qu'elle est dans une branche qui ne l'appliquerait pas. Donc on arriverait à pénaliser l'entreprise alors qu'elle est vertueuse. Donc ça serait un peu paradoxal. Donc là, je pense qu'il y a un effet de bord qui n'est pas souhaité, bien évidemment, par l'amendement, mais qui pourrait intervenir. En plus, je ne vous cache pas que ça mettrait de la complexité dans des choses qui sont déjà pas très simples sur les calculs des différents éléments qu'il faudrait faire par branche et qui mettrait aussi le cas des entreprises relevant de plusieurs conventions collectives. Ça rendrait les choses très compliquées. Donc à la fois pour une raison de praticité et puis peut-être pour une question d'effet de bord qui pourrait être inéquitable, j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Madame Carrère-Gé pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. J'aurais bien aimé voter cet amendement pour des raisons similaires à celles qu'a exposé le ministre. Je pense que c'est pas possible que l'amendement, sans compter le fait que juridiquement, je pense que ça passe pas de pouvoir sanctionner une entreprise pour quelque chose qui n'est pas de son fait, qui relève de celui de la branche. Je pense que dans sa rédaction, il passe pas. Pour une prochaine fois, peut-être faut-il s'inspirer de ce qui avait été fait par en 2008, sur la base de la même idée de conditionner les allégements de charges à des dynamiques de négociation salariale. La seule chose qui vole, qui est un peu lourde, mais c'est de pénaliser, et ça avait été fait dans la loi à l'époque, de pénaliser de 10% par exemple les entreprises ou les branches qui n'engagent pas de négociation salariale. Parce qu'on ne peut pas contraindre ni une entreprise ni une branche à aboutir à conclure des négociations. La loi peut pas, une négociation CA2, on ne peut pas contraindre quiconque. Mais le fait de ne pas respecter ses obligations d'engagement de négo, ça pourrait marcher. Malheureusement, la loi a été suspendue au moment de la crise financière, mais c'est la seule voie qui marche, je pense, juridiquement. Mais on pourrait y réfléchir à nouveau, je suis d'accord. Chers collègues, Madame Poncet-Monge. Oui, merci Madame la Présidente. Alors bien sûr, sur l'esprit, on est d'accord. Je dirais que de toute façon, il faudrait appliquer la loi. Les branches, je ne sais pas, Mme Elisabeth Borne a dit que son ministère allait faire une lutte déterminée pour effectivement faire appliquer la loi, que pendant un certain délai, les branches ont un temps de négociation et qu'elles doivent faire cela. Mais moi, j'en profite quand même
pour dire qu'il y a des branches, et je parle de la branche de l'aide à domicile, qui dépend de l'agrément du ministère du Travail. Et donc, la branche de l'aide à domicile qui a fait sa négociation, son accord collectif, un avenant signé par les employeurs, signé par les organisations syndicales, a fait un avenant, l'avenant 68, qui donne 6 points pour faire sortir la grille du SMIC. Voilà, l'objet, c'était 6 points. Je parle d'une branche qui n'a pas le Ségur, donc qui régulièrement est immergée. Et donc, cet accord a été donné à l'agrément du ministère qui a fait un refus d'agrément. C'est-à-dire que nous sommes sur un ministère qui donne un refus d'agrément à un accord collectif d'une branche qui demande à sortir du SMIC. Bon, je sais qu'il y a des pressions, et je dirais pas de qui, qu'importe, monsieur le ministre, mais là, pour le coup, vous voyez, je comprends votre réticence à soutenir cet amendement. Quelque part. Et donc, je veux dire, il y a des branches médico-sociales, comme la BAD, qui dépendent de l'agrément et qui souvent ont des agréments refusés et se trouvent avoir une grille immergée. Si, Madame Poncet-Monge. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous continuons avec toujours Madame Le Houerou, le 1760. Ah, Madame Poumerol, le 1769, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense que cet amendement va faire plaisir à notre rapporteur qui cherche toujours des recettes. Donc, voilà une proposition de recette. Cet amendement qui est présenté donc par l'ensemble des groupes de gauche du Sénat a pour objectif donc de soumettre les attributions gratuites d'actions aux cotisations sociales comme pour les salaires classiques. Aujourd'hui, ces attributions en part, donc en actions gratuites, échappent aux contributions sociales. Pourtant, elles concernent principalement les revenus les plus élevés, puisque selon le Conseil des prélèvements obligatoires, 1,6 milliard d'euros d'actions a été distribué l'année dernière à 145 salariés qui perçoivent donc entre 2 et 3 millions d'euros par an. Les attributions gratuites d'actions représentent de fait des sommes colossales pour les salariés les plus riches. Il est donc proposé que ces compléments de salaire soient intégrés tout simplement dans l'assiette des cotisations sociales, comme le sont les salaires classiques. Les cotisations doivent donc concerner tous les types de revenus. De cette manière, nous voulons soumettre ces attributions aux cotisations sociales afin que les plus riches contribuent réellement et financent par là même la suspension de la réforme des retraites dont nous parlerons, et non pas les assurés, les retraités ou ceux qui payent leur complémentaire santé, comme on vient de le voir dans les mesures précédentes que vous avez rétablies. Cette mesure permet de rétablir l'équité entre les différentes formes de rémunération, puisque les salariés dirigeants qui reçoivent des actions bénéficient d'un avantage patrimonial qui est comparable à un salaire, et il est donc juste qu'ils contribuent, comme tous les autres salariés, au financement de notre modèle social, notamment pour la santé, la retraite et la protection sociale. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de la Commission sur cet amendement. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous avez très bien commencé. C'est vrai qu'il y a une réalité, il faut qu'on trouve un peu d'argent pour combler les caisses de la sécurité sociale. Comme vous le savez, moi je salue votre travail de recherche de recettes supplémentaires. Je le salue vraiment très très sincèrement. Nous allons d'ailleurs soutenir un amendement tout à l'heure qui trouvera un autre moyen de retrouver des recettes. Donc là, on est sur les attributions gratuites d'actions. On en a déjà parlé l'an dernier, mais c'est vrai que je veux revenir là-dessus parce que effectivement, là, on n'est pas sur le même dispositif. C'est ce que je veux expliquer pour que chacun comprenne bien. Les attributions gratuites d'actions sont exemptées de cotisation patronale de sécurité sociale. En contrepartie, elles sont soumises à une contribution patronale soumise à un régime spécifique dont, à l'initiative du Sénat, le taux a été porté de 20 à 30% dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce qui a correspondu à un gain de 500 millions d'euros. C'était pour 2025, je répète. Pour ce qui concerne les salariés, c'est là donc que vous intervenez, elles ne sont soumises à la CSG et à la CRDS que sur les gains d'acquisition au-delà de 300 000 euros. Les salariés paient en outre une contribution donc de 10%
au moment de la cession sur la fraction de la plus-value d'acquisition. Et donc, je trouve cet amendement en fait intéressant puisque c'est là que vous intervenez. Mais en fait, moi, je suggère plutôt, s'il y a un choix dans tous les travaux que vous avez menés sur des recettes nouvelles, mon option, et vous le savez, se portera sur la proposition qui est dans l'amendement 1678. C'est pour ça que je donne un avis défavorable à celui-ci. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure générale, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Effectivement, là on est sur un objectif de recettes. On a le droit aussi. Les économies, c'est bien, mais si on peut identifier des pistes de recettes ajustées, pourquoi pas? Donc le débat vaut. L'idée d'aller chercher des rémunérations élevées, et des mécanismes très dynamiques qui ont leurs vertus, qui sont utilisés par exemple dans les startups pour fidéliser les salariés. Enfin, le principe lui-même d'attribution d'actions gratuites peut être sain dans le partage de la valeur créé par une entreprise. Bon, c'est peut-être sur la modalité que j'aurai un instant de réflexion. Là, vous proposez une fiscalité assez lourde et directe sur l'ensemble de ces éléments-là. Je demanderai un peu de réflexion et peut-être d'autres modalités. Donc, je pense qu'il faut poursuivre la réflexion et voilà, un petit peu. Voilà, il faut le retravailler un peu. Donc, sur cet amendement, je donnerai un avis défavorable. Bien. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement de Madame Le Houerou, de Madame Poumirol, qui a été présenté par Madame Poumirol. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors, le 1580... C'est Madame Bélim? Madame Bélim, le 1553. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, cet amendement vise à majorer la contribution des retraites chapeaux et donc à ramener un petit peu de justice dans notre système. Aujourd'hui, alors que la retraite moyenne est de 1 500 €, certaines rentes supplémentaires atteignent des montants indécents tout en bénéficiant d'un traitement fiscal privilégié. Nous proposons une contribution additionnelle de 40%, calibrée pour résister au contrôle constitutionnel, afin que les très hautes retraites contribuent à hauteur de leurs moyens et que leur excès cesse d'être récompensé. C'est une mesure de responsabilité, d'équité et de cohérence, et il est absolument indispensable aujourd'hui que les revenus les plus élevés puissent participer davantage. Je vous remercie. Merci Madame Bélim. Je vais demander l'avis de la Commission sur cet amendement. Merci Madame la Présidente. Merci à notre collègue d'avoir présenté cet amendement que nous revoyons un peu chaque année, mais c'est normal. Voilà, vous recherchez des recettes. Et donc, c'est de renforcer la taxation des retraites chapeaux en instaurant une contribution additionnelle de 40%. On le rappelle, les retraites chapeaux sont des rentes viagères versées par les entreprises à certains salariés. Ce dispositif est actuellement exonéré de cotisations sociales et de la CSG. Le rendement, par contre, de votre amendement n'est pas chiffré. C'est ça qui est un petit peu gênant. La Commission est, comme les années précédentes, opposée à un renforcement de la taxation des retraites chapeaux, bien que les sommes concernées soient importantes. Je rappelle qu'en 2012, d'après l'IGF et l'IGAS, 84% des 205 000 bénéficiaires d'une retraite chapeau percevaient une rente annuelle d'un montant inférieur à 5 000 €. Il faut quand même se le dire. Par ailleurs, l'objet suggère une probable inconstitutionnalité. En effet, il indique qu'en 2015, une contribution de 45% avait été censurée par le Conseil constitutionnel qui jugeait le taux trop élevé. On peut se demander si ramener ce taux à 40% susciterait davantage d'indulgence du Conseil constitutionnel. C'est donc bien un avis défavorable de la Commission. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, oui, je suis sur les mêmes argumentaires que la rapporteure générale, en rappelant que la censure, il y a l'aspect confiscatoire, mais pas seulement. Il y avait aussi des éléments liés aux effets de seuil excessifs provoqués par ce genre de mécanisme et qui avaient été retenus dans l'avis du Conseil constitutionnel. Donc nous pensons que la fixation de ce taux à 40% crée lui aussi un effet de seuil similaire. Donc nous émettons aussi des doutes sur le caractère constitutionnel de la proposition. Et c'est en raison de cette certitude juridique que j'émets un avis défavorable à cet amendement.
Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement présenté par Madame Bélim. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous continuons avec 3 amendements en discussion commune. Monsieur Lahellec, pardonnez-moi. Le 1153. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il s'agit ici aussi d'un amendement pour proposer d'augmenter la taxation des retraites chapeaux des chefs des très grandes entreprises qui bénéficient donc d'une exonération de cotisations sociales et de CSG sur des rémunérations dispendieuses. Cet amendement ne vise pas les 200 000 personnes qui percevaient en 2012 une retraite de prestation définie inférieure à 5 000 €. J'apporte cette précision eu égard à la remarque qui a été faite à l'instant. Notre amendement s'adresse donc aux 500 personnes qui perçoivent une pension annuelle supérieure au seuil de 300 000 € et sur laquelle elles sont exonérées de cotisations. À titre d'exemple, l'actuel président du conseil d'administration de L'Oréal pourrait prétendre à une retraite chapeau de 1,6 million d'euros par an, soit 88 fois la pension moyenne d'un Français ou d'une Française. Par conséquent, nous proposons un renforcement de la taxation de ces retraites chapeaux, appelé également articles 82 et 83 du Code général des impôts. Alors, il est vrai qu'en 2012, le Conseil constitutionnel avait censuré la contribution établie à 21% parce qu'à l'époque, s'appliquait l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette hypothèque ayant été levée par la suppression de l'ISF, eh bien, nous pouvons là trouver une mesure de justice sociale et de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. Monsieur Lahellec, j'ai un amendement identique. Madame Le Héroux. Nous voulons donc augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus modestes pour rétablir l'équilibre du budget de la sécurité sociale et assurer des dépenses nouvelles pour les retraites, les hôpitaux, les EHPAD et les crèches. Environ 3 800 entreprises mettent en place un dispositif de retraite chapeau et nous souhaiterions intervenir sur ces retraites chapeaux. Plus de 200 000 salariés en France disposent d'un tel système selon l'adresse. Le rapport entre ces deux chiffres démontre que le dispositif est principalement mobilisé par des grosses entreprises, créant ainsi un avantage comparatif sur le tissu français des TPE et PME. Plus d'un bénéficiaire sur 2 a plus de 70 ans, plus d'un tiers a plus de 80 ans, disposant d'une rente moyenne de 5 900 € par an. La moyenne serait donc de presque 500 € par mois. Or, 2 tiers des rentes versées sont supérieures à 2 000 €. En 2019, le montant de la retraite chapeau annuelle accordée à Tom Enders, quittant le poste de patron d'Airbus, s'élevait à 1,3 million d'euros par an. Dans son cas, cela s'ajoutait à des actions gratuites évaluées à 7 millions d'euros à l'époque et à une indemnité de non-concurrence de 3,2 millions d'euros. En 2005, Pierre Richard, directeur général de Dexia, une banque en faillite, se voit attribuer 600 000 € par an de retraite chapeau et je pourrais vous donner de nombreux exemples. Il est évident que la limitation à 30% de la rémunération annuelle n'est pas efficace pour lutter contre ces montants, bénéficiant d'une fiscalité très avantageuse. Ainsi, en France, la somme totale des prestations de retraite chapeau est de 700 millions d'euros pour l'année 2022 et cet amendement propose donc de supprimer les avantages des retraites chapeau supérieurs à 10 000 € annuels plutôt que 24 000 € actuellement et c'est une mesure de justice. Je vous remercie. L'amendement 929, Madame Poncet-Monge. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je tiens tout de suite à préciser et le taux et le seuil. Le seuil, ça a été dit, c'est 10 000 par mois. Donc, ce n'est pas le seuil, la moyenne des 200 000 bénéficiaires.
Quant au taux, il s'agit de mettre en place une taxation de 21%, et 21%, c'est le taux normal du forfait social, tout simplement. Donc il n'y a rien de confiscatoire, ou alors le taux normal de forfait social sur d'autres éléments de rémunération est confiscatoire. Donc nous sommes très modestes là dans la demande. Et effectivement, ce que je voudrais dire, c'est que certes, ces bénéficiaires sont dans des grandes entreprises, mais c'est une rente. Ils ont une espérance de vie après la retraite telle que, effectivement, cumuler, si vous voulez, le montant, cumuler une espérance de vie pour une personne qui aurait un salaire annuel de 2 millions et qui serait bénéficiaire de ce dispositif, avec son espérance de vie, l'engagement de l'entreprise est de 6 millions d'euros. Mais l'engagement, il faut que vous soyez sensible à la charge là pour les entreprises d'avoir un engagement de 6 millions d'euros. Il est temps d'alléger ces charges-là. Et donc, c'est effectivement les PDG des plus grandes entreprises du CAC 40 qui gagnaient ainsi 117 fois plus que le salaire moyen des salariés, de leurs salariés. Donc un taux de 21%, un taux normal de forfait social, un seuil à 10 000 quand même. Il est grand temps quand même là de revenir à quelque chose de raisonnable. Et je le dis de façon un peu humoristique, c'est vrai, mais c'est un engagement aussi de l'entreprise. Et il faut, c'est des engagements très importants, on le sait, c'est pas simplement ce qui touche en sortant, c'est un engagement jusqu'au décès. Et qui peut mener, je l'ai dit, avec une espérance de vie en moyenne de 20 ans, bon, ce qui n'est pas trop, à 6 millions d'euros d'engagement. Merci beaucoup. Je vais demander l'avis de la commission sur ces 3 amendements. Oui, merci Madame la Présidente. Et je suis d'accord avec vous, ces amendements-là sont plus raisonnables, puisque vous proposez de renforcer la taxation des retraites chapeaux en abaissant le seuil de la tranche supérieure de la contribution du bénéficiaire de 24 000 euros à 10 000 euros par mois. Alors, cet amendement propose de renforcer donc cette taxation des retraites chapeaux. Pour mémoire, cette contribution comprend une tranche taxée à 7%, une tranche taxée à 14% et aussi une tranche taxée à 21%. Il s'agit donc ici de faire que la tranche à 21% se déclenche à 10 000 euros par mois au lieu de 24 000 euros par mois. Je pense avoir bien compris. Les retraites chapeaux sont des rentes viagères versées par les entreprises à certains salariés. Ce dispositif est actuellement exonéré de cotisations sociales et de la CSG. Par contre, on n'a pas le rendement de cette... oui, je sais. Oui. Mais en réalité, c'est vrai que, pour tout vous dire, dans l'ensemble des propositions que vous faites, on a été plus attiré par la proposition dont je parlais tout à l'heure, qui sera présentée par Madame Le Houerou. Et donc, là, par contre, on a un chiffre. Et donc, c'est beaucoup plus facile de voter quelque chose dont on sait le rendement, quelque part. Mais en tout cas, voilà, ça ne me choque pas autant que cela, mais en fait, la Commission a émis un avis défavorable. Sur les 3, donc. OK. Monsieur le ministre, sur les 2 identiques et le dernier. Oui, Madame la Présidente. Alors, je ne voudrais pas paraître comme un défenseur à tout prix des retraites chapeaux, qu'on ne s'y méprenne pas. Oui, chapeau pour les retraités chapeaux. C'est que le mot retraite chapeau, il faut quand même le dire, c'est l'élément de rémunération. On dit retraite chapeau, mais ce n'est pas les caisses de retraite qui paient les retraites chapeaux. Il faut quand même être clair. C'est l'élément de rémunération décidé par les conseils d'administration, de la rémunération de leurs hauts dirigeants. Voilà, c'est de la rému. C'est de la rémunération, certes, mais c'est de la rémunération. Oui, mais c'est taxé. Alors, oui. Alors, est-ce que c'est taxé ? Oui, c'est taxé. Oui, c'est taxé. Alors, je vais vous en donner le détail. Parce que c'est bien pour ça que c'est un problème. C'est que ça ne serait pas taxé, mais c'est taxé. Et c'est pour ça que le Conseil constitutionnel regarde le niveau de taxation. Vous savez, c'est la notion de confiscatoire. Voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas confiscatoire ? Alors, le Conseil constitutionnel, là-dessus, nous fait regarder ça avec attention. Parce que ça s'additionne. D'abord, là-dessus, les bénéficiaires payent des impôts sur le revenu. Ça n'échappe pas à l'impôt sur le revenu. Et ils sont élevés, puisqu'ils sont dans des tranches élevées. Donc ils paient des impôts sur le revenu. On peut penser qu'ils sont dans les tranches supérieures. Deuxièmement, ça ne s'arrête pas là. Il y a des prélèvements sociaux, quand même. Voilà. Troisièmement, il y a donc cette contribution salariale au taux de 21%. Quand vous additionnez tout ça, vous arrivez à 75,34% de fiscalité.
je pense qu'on se rapproche de la notion de confiscatoire. Donc je crains que cette addition nous incite à de la prudence sur le caractère constitutionnel de cette proposition. Voilà, c'est la raison pour laquelle, et je l'ai redit, voilà, c'est pas que je défends le concept bec et ongle, c'est juste pour être clair et logique. Je suis donc amené à émettre un avis défavorable aux 3 amendements, effectivement, que vous nous faites examiner, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vais mettre aux voix les 2 amendements identiques, 1153 et 1670, avec 2 avis donc défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 929, donc même avis de la Commission et du Gouvernement. Même vote. Même vote. Il n'est donc pas adopté. Nous continuons avec l'amendement présenté par Madame Poncet-Monge, le 903. Merci Madame la Présidente. Alors je répète qu'en 5 ans, M. Macron, il a fait 8 milliards de cadeaux dans les compléments de salaire, mais nous, avec le pas qu'on prend, là, un seul amendement qui va passer, on en a pour 2 siècles à les récupérer. Alors, la perte de recettes massive pour la sécurité sociale est due en partie à l'abaissement des forfaits sociaux. Ça a aussi décidé sous M. Macron, mais aussi à la disparité des taux de forfait social appliqués aux différents dispositifs sans justification réelle dans la plupart des cas. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'épargne retraite considère que les déductions fiscales dont bénéficie l'épargne retraite représentent un coût pour les finances publiques estimé à au moins 1,8 milliard en 2022. Ce dont on parle, c'est la capitalisation, c'est les retraites par capitalisation. Donc, vous voyez ce que ça coûte aux finances, parce qu'il faut quand même les subventionner, tout en bénéficiant in fine qu'à une population restreinte, toujours d'après la Cour des comptes, de bénéficiaires aisés et âgés, et sans contribution réelle au financement de l'économie. D'où la Cour recommande, dans son rapport en 2024 sur les niches sociales relatives aux compléments de salaire, de rétablir une cohérence entre les différents taux de forfait social en instaurant une convergence vers le taux normal de 20%, voire mon amendement précédent. Une recommandation reprise dans le rapport qui cite pour un redressement durable de la sécurité sociale des 3 hauts conseils. Ceux-là, on ne les écoute pas. En conséquence, le présent amendement propose de rapprocher le taux de forfait social à 20%. Les sommes versées sur un plan d'épargne retraite en entreprise actuellement de 16 seraient à 20. Les indemnités de licenciement, de mise à la retraite, tous les compléments dont j'ai parlé tout à l'heure, actuellement certains à 0%. L'abondement et les versements unilatéraux de l'employeur visant l'acquisition de titres de l'entreprise, actuellement à 10%. Donc le rendement de cette mesure, c'est bon, alors on va être accepté, j'ai un rendement formidable, est estimé en première analyse à 1 milliard d'euros. Bon voilà, à comportement constant. 1 milliard, j'ai le rendement, tout est prêt pour son acceptation. Madame Poncet-Monge, comme vous avez encore 2 autres amendements, je vais vous demander de les présenter, s'il vous plaît, parce qu'ils sont en discussion commune. Oui, c'est ça, le 902 et ensuite le 953. Oui, mais ce n'est pas moi qui défends ça, c'est les hauts conseils, 3 hauts conseils et la Cour des comptes. Alors, ça serait temps. Hier, on nous a dit qu'on suivait la CNAM produits et charges. Bon, j'aimerais bien qu'on suive les conseils. Donc, selon la Cour des comptes, les dispositifs de partage de la valeur font l'objet d'une exemption d'assiette très insuffisamment compensée du fait de l'abaissement des forfaits sociaux grevant les recettes de la sécurité sociale. Les taux ont été réduits pour renforcer, paraît-il, l'attractivité des dispositifs. Ça a été efficace. Les pertes de recettes relatives aux compléments de salaire exonérés et non compensés s'élèvent à près de 19 milliards, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, en 4 ans, tandis que le déficit de la Sécu augmentait de 6, donc de moins. Ces dispositions ont un effet substitutif aux augmentations de salaire, c'est souligné dans l'annexe 4 du présent PLFSS et également démontré par le CAE en 2023.
La LFS 2019 a supprimé le forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés sans prévoir de compensation, en dérogation à la loi Veil. La branche vieillesse s'en trouve affectée. Cette mesure sans compensation ne correspond pas au principe d'équilibre des comptes sociaux. Le rapport de la Cour des comptes 2024 préconise un alignement de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale vers le même taux social. Un rapport du CPO aussi recommande également de mettre fin à l'exonération pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le présent amendement propose de revenir donc sur des dispositions antérieures et d'assujettir les primes d'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Ah, j'ai le rendement. Les gains potentiels sont estimés à 500 millions. Donc, formidable, j'ai tout. Voilà. Et ce n'est pas l'amendement Raymond Poncet-Monge, pas même celui du geste, c'est celui de tous les rapports que je vous ai cités. Alors, et le 953 ? Oh là, bah oui, il faut le présenter quand même. Moi, je veux bien que vous disiez défendu, hein, Madame Poncet-Monge, mais c'est pas votre habitude. Merci Madame la Présidente, mais j'ai l'impression que une partie de la ici ne lit pas les rapports de la Cour des comptes, ni ceux des 3 conseils, ni de l'annexe Q4. En fait, c'est un moment d'information. Allez-y. Allez, l'attrition des recettes pour la sécurité sociale ces dernières années provient de la baisse des taux de forfait social appliqués aux différents dispositifs exemptés d'assiette. Ainsi, les sommes versées lors d'un plan d'épargne retraite, je rappelle, c'est la capitalisation, font l'objet d'une défiscalisation et d'un taux de forfait social dérogatoire de 16%. Les évaluations, notamment du dernier rapport de la Cour des comptes sur l'épargne retraite, encouragées par la loi Pacte, rappellent que les déductions fiscales dont bénéficie, je vous l'ai peut-être déjà dit ça, l'épargne retraite représentent un coût, mais il faut le redire quand même, pour les finances publiques estimé à 1,8 milliard, quoi. C'est un détail, tout en bénéficiant in fine au même. Bien. Ainsi, cette épargne constitue une niche fiscale et sociale, contribuant à grever les comptes publics, et ça chaque année, sans retombées économiques. Et alors que la loi Pacte de 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, lui a donné un essor significatif. Instaurer un taux de forfait social supérieur sur ces dispositifs d'épargne retraite de capitalisation sera ainsi quand même une manière de réajuster et limiter les pertes de recettes pour les comptes sociaux d'un dispositif qui bénéficie aux salariés les plus aisés et qui est particulièrement présent dans les grandes entreprises. Voilà, donc c'est une augmentation. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, je salue votre travail. De là à supposer que certains de nos collègues ne liraient pas les rapports de la Cour des comptes, je pense qu'il faut quand même revoir vos propos de ce côté-là, parce que je pense qu'on les reçoit tous. On lit les uns et les autres les documents qui nous intéressent dans la partie que l'on étudie plus particulièrement. Et de là à supposer qu'il ne les lirait pas et que donc il devrait subir la punition de vous écouter, là je trouve que c'est un petit peu à revoir en termes d'expression. Alors pour tout vous dire, nous avons regardé avec attention, nous on a bien lu vos amendements et cependant c'est pas ce que l'on a retenu et on aura l'occasion de dire pourquoi nous retenons plus celui de Madame Le Houerou un peu plus tard. Donc c'est des avis défavorables. Merci. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, en fait vous posez un sujet fondamental qui pourrait nous occuper d'ailleurs plusieurs heures, c'est l'équilibre pas facile à trouver entre cotisation et pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça le sujet central. Et il n'est pas simple, parce que d'un côté, je suis d'accord avec vous, on a besoin de cotisation pour que la Sécu vive, on peut être que d'accord, mais de l'autre côté, les Français nous le disent, le pouvoir d'achat, ça compte. Et ils ont aussi envie qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Et cet équilibre, il n'est pas simple à trouver. Il n'est pas simple à trouver, cet équilibre. Il est d'autant pas plus simple à trouver qu'en l'occurrence, les situations traitées par les dispositifs que vous souhaitez remettre en question ou alourdir en termes de fiscalité, on peut les passer en revue d'un point de vue sur le fond. Il y a beaucoup d'encouragement de la valeur travail. Moi, je suis ministre du Travail. Quand on est ministre du Travail, moi, tout ce qui va permettre à un travailleur d'être récompensé de ses efforts et de ses résultats,
voilà, je suis favorable. J'y suis favorable. Et donc, quand on lit les résultats de l'entreprise à la rémunération des salariés, je trouve ça sain. Parce que c'est vrai que les résultats d'une entreprise, c'est bien ces salariés qui les ont obtenus. Donc, quand il y a toutes les formes de liens de type intéressement, etc., moi, ça me va bien, ou participation. Tout ça, ce sont des dispositifs, à mon avis, vertueux, qui permettent d'améliorer la rémunération des salariés en fonction de ces résultats. Et c'est vrai dans les petites entreprises comme dans les grandes, au fond. Moi, je pense ça. On a le droit de ne pas penser comme moi, mais moi, je pense ça. Deuxièmement, il y a des situations difficiles. Quand vous êtes malheureusement confronté à un licenciement, quand vous êtes dans une situation de PSE et que vous acceptez un départ volontaire, là encore, je trouve que d'alléger la charge fiscale des sommes qu'on peut vous verser à ces occasions-là, ça fait sens. Ce sont des moments difficiles où je pense que chacun peut s'imaginer qu'un effort de réduction des cotisations à ce moment-là a de la valeur pour les personnes qui sont concernées. Troisième élément, tout ce qui encourage les salariés et leur permet de se faire un pécule qui peut servir, la boule de neige se faisant, ou pour une acquisition immobilière, ou peut-être même pour sa retraite. Je trouve que là encore, ce sont des mécanismes intéressants. Voilà, et c'est ça qui est traité par les dispositifs de réduction fiscale que vous visez. Donc pour toutes ces raisons, même si l'idée et le débat est fondamental, je pense qu'en l'occurrence sur ces situations-là, je ne suis pas d'avis d'alourdir par des cotisations ces éléments-là qui sont utiles et vertueux pour les salariés. Donc je donnerai un avis défavorable à votre amendement. À vos amendements. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Madame Brulin, pour explication de vote. Nous voterons les amendements présentés par notre collègue Raymonde Poncet Monge. Mais ce qui me fait réagir, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre, qui me semble extrêmement dangereux. Et j'aimerais apporter quelques clarifications et que vous me disiez si vous avez fait une erreur de langage, ce qui nous arrive à tous, ou si c'est fondamentalement ce que vous pensez. Parce que vous dites qu'il faut rechercher l'équilibre entre cotisation sociale et pouvoir d'achat. Et je vois bien que ce discours progresse, que finalement, pour gagner en pouvoir d'achat, il faudrait réduire les cotisations sociales des salariés, voire des employeurs qui pourraient ainsi augmenter les salaires. Mais les cotisations sociales sont, par le fondement même de la sécurité sociale, du salaire différé socialisé. Et je parle là des cotisations sociales versées par les salariés comme celles qui sont versées par les employeurs. Donc en fait, il y a un espèce de marché de dupes qui est en train de grandir, c'est de dire on va vous prendre une partie de ce salaire différé et puis généreusement on va vous le réattribuer en pouvoir d'achat. Mais au passage, on vous aura réduit votre protection sociale, on vous aura retardé l'âge de la retraite et tant d'autres choses que nous connaissons bien. Ce que je mets en évidence là, ce salaire socialisé différé, c'est le fruit du compromis social, comme on dit, de 45, qui, par parenthèse, a une autre allure que les petits compromis ou les petits arrangements qu'on nous vend ici ou là. Je suis également très interrogative sur ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre, en disant puis quand on défiscalise certaines choses, ça peut permettre aux salariés de se faire un pécule pour financer leur retraite. Si c'est ça, vous, nouveau ministre du Travail, que vous avez comme projet de société, c'est-à-dire que les Français se fassent un pécule pour financer leur retraite, je pense que le mieux, c'est qu'ils en soient informés très rapidement. Merci. Madame Poncet Monge. De vote. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours est-il quand même qu'effectivement, il faut comprendre que baisser les cotisations ou les exonérer, mal les compenser, etc., c'est baisser le salaire. Baisser les cotisations, c'est baisser le salaire. Voilà. Et tous ceux qui disent pour augmenter le salaire, on enlève la CSG, en fin de compte, baisse une partie du salaire, le salaire socialisé, celui sur lequel nous parlons de la sécurité sociale, nous nous appuyons. Et effectivement, Monsieur le ministre, le pouvoir d'achat des salariés est dans le salaire. C'est dans une politique salariale que le pouvoir d'achat doit être recherché.
Et on ferait, puisque vous ouvrez des tas de concertations, une petite conférence sur les salaires ferait du bien. Et vous verriez, à ce moment-là, mais vous devez le savoir quand même, que tous ces éléments de rémunération qui sont, y compris la retraite par capitalisation, qui sont autour, sont substitutifs. L'INSEE vous le dit. Le CAE vous le dit, ils sont substitutifs. Maintenant, pourquoi augmenter les salaires? Il n'y a qu'à mettre des primes pour la valeur, faire ceci, faire cela. Donc toute cette montée qui en 4 ans est de 8 milliards, c'est fait pour certains 40% en substitution, et ça se voit parce que la ligne d'augmentation des salaires, les AGS, est brisée à partir de 2017 avec tous ces dispositifs, et si on ajoute les dispositifs, on retrouve la courbe antérieure et sa tendance. Donc si les employeurs ne peuvent pas augmenter le taux de la retraite parce que c'est insupportable, il n'y a pas lieu non plus de les subventionner pour faire une retraite de capitalisation. Il faut toujours de toute façon des ressources, tant du côté des salariés que des entreprises. Donc effectivement, si vous retenez qu'une mesure de tout ça, c'est que vraiment vous ne voulez pas aller récupérer une partie des 8 milliards qui en 4 ans ont été donnés par ces dispositifs. Et dans ce cas-là, ne venez pas parler des déficits de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Je vais mettre au vote donc vos amendements. Je vais commencer par le 903. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 902, même vote? Même vote. Il n'est donc pas adopté. Le 953, même vote? Alors, comme j'entends rien, qui est pour? J'ai rien entendu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous continuons avec le 952. Madame Poncet-Monge, je vous en prie. Oui, mais... Merci Madame la Présidente. Alors institué en 2017 c'est la date magique quand même pour l'accélération des choses. Par les ordonnances travail, les employeurs ont de plus en plus recours aux ruptures conventionnelles collectives, cette fois-ci notamment des grands groupes. Par exemple, en septembre 2025, Microsoft annonce vouloir se séparer de 10% de ses employés en France au sein de sa filiale française Redmond par le biais d'une rupture collective après un même recours au niveau de sa maison mère. Si l'usage de ces ruptures conventionnelles collectives augmente, c'est que sa mise en œuvre est bien plus souple qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, ça c'est sûr. Flexibilité des relations de travail et les obligations sont moindres. L'entreprise n'a pas à fournir de motifs économiques pour enclencher le processus, n'a aucune obligation de reclassement envers les salariés qui ne bénéficient pas non plus du contrat de sécurisation professionnelle obligatoire en cas de PSE. Certes, le Conseil d'État a statué en 2023 en rappelant qu'un accord collectif de rupture conventionnelle collective ne peut être validé que lorsqu'il ne peut pas l'être s'il vise à se substituer à un PSE. Mais la DARES, après, souligne que la baisse constatée à partir de 2019 des PSE peut notamment s'expliquer par l'entrée en vigueur en janvier 2018 du dispositif de rupture conventionnelle collective. Enfin, on retrouve toujours dans les statistiques, mais bon, ça met 2 ou 3 ans, dans les statistiques publiques, les alertes qu'on pose au moment des dispositifs. Malgré les garde-fous juridiques, il est avéré qu'une partie de ces ruptures conventionnelles est utilisée en substitution du PSE. Ce dispositif n'est pas assujetti au forfait social, contrairement aux ruptures conventionnelles individuelles, déjà provoquant de fait un manque à gagner pour les comptes sociaux. Alors, à l'heure où le gouvernement tente d'endiguer le recours aux ruptures conventionnelles individuelles, le présent amendement se propose en écho et en miroir d'assujettir les collectives au forfait social à un taux, le plus faible dans un premier temps, de 8%, afin de prendre compte de l'effet d'aubaine et fournir dès lors des recettes supplémentaires aux comptes sociaux. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de la commission. Alors, ce sera un avis défavorable. Je ne pense pas que je vais vous surprendre. Ça nous semble en fait contre-productif. Ces auteurs souhaitent soumettre au forfait social les ruptures conventionnelles collectives, de la même manière que les ruptures conventionnelles individuelles le sont déjà.
Or, ces ruptures collectives permettent aux employeurs de répondre à l'évolution de leur activité, en réalité, dans le respect du volontariat des salariés et avec une validation de l'accord par l'administration. Par ailleurs, ces ruptures collectives sont déjà soumises à cotisation sociale au-dessus d'un plafond équivalent à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce niveau de cotisation nous semble équilibré et c'est donc, comme je vous l'ai dit, un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, effectivement, on est dans un cadre, et c'est bien sûr, tout le monde le sait, différent dans la rupture de conventionnelle collective par rapport à l'individuel. Donc, faut changer de catégorie. Alors, quand c'est que c'est mis en œuvre, ça? C'est mis en œuvre quand les entreprises vont mal. Il faut quand même là aussi se mettre en situation. Ce n'est pas le cas d'une entreprise qui gagne beaucoup d'argent et qui partage la valeur. Là, c'est une entreprise qui, face à des difficultés sérieuses, doit se résoudre à réduire sa masse salariale, donc doit se résoudre à convaincre des salariés de quitter cette entreprise. Généralement, dans ces moments-là, le contexte économique de l'entreprise, il n'est pas facile. Donc, lui demander d'alourdir encore ses charges à ce moment-là n'est peut-être pas le meilleur service à lui rendre. Voilà. Donc, dans ces conditions, je pense pas vous suivre sur cet amendement. Pour autant, je vous donne un point, mais ça demande un peu de temps. Et ce qui me frappe aussi en découvrant les travaux du budget, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire sur un certain nombre de sujets. Et je vais y penser si le Parlement nous permet de le faire. Oui, vous avez pas. Restons laïques, et restons dans la démocratie parlementaire. Voilà. Et donc, je veux bien travailler avec vous et tous les parlementaires, sénateurs, sénatrices intéressés autour des ruptures collectives. Ce qui me frappe, c'est que les moyens versés dans le cas de ruptures conventionnelles collectives sont bien plus importants qu'en cas de licenciement. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à regarder. Et donc, regarder les aspects sociaux, fiscaux liés à ces ruptures collectives mérite peut-être approfondissement. Donc ce point-là, je vous le donne bien volontiers, mais ça demande un peu de temps et de recul que malheureusement, je n'ai pas pu avoir. Donc, en ce qui concerne cet amendement, avis défavorable. Je vous remercie. Donc, je vais mettre au vote cet amendement 952. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Hop. Je continue. Madame Poncet-Monge, c'est le 904. Il est défendu. Je vais demander l'avis de la commission. Défavorable. L'avis du ministre? Défavorable. Bon, je mets aux voix l'amendement 904. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous continuons avec le 1683. C'est Madame Poumirol qui le présente. Merci Madame la Présidente. Et je vais changer complètement de sujet et pour une fois parler d'une diminution de cotisation. Vous savez que par principe nous y sommes favorables, mais nous avions voté l'année dernière et à une très large majorité ou même à l'unanimité une exonération de cotisation patronale sur les rémunérations des aides à domicile qui existe actuellement pour les CIAS, mais qui ne s'applique pas aux SIAS. Vous savez, les CIAS, donc centres intercommunaux d'action sociale, sont sur une seule intercommunalité. Les SIAS sont en général sur plusieurs intercommunalités et très souvent, bien sûr, dans le rural. Et elles n'ont pas droit à cette exonération. Nous avions voté l'année dernière, tous ensemble, rapprocher les SIAS et d'appliquer les mêmes règles que pour les CIAS. Et c'est devenu d'ailleurs l'article 16 de la LFSS de 2025. Mais on n'a pas suffisamment certainement bien étudié notre dossier puisque cette extension n'a concerné finalement qu'une partie des personnels employés par ces structures SIAS, à savoir les agents qui sont sous statut contractuel. Les EPCI et syndicats mixtes fermés peuvent bénéficier, donc, comme les CIAS, d'une exonération auprès de l'URSSAF pour les salaires donc, des contractuels, mais pas pour leurs fonctionnaires qui cotisent, eux, à la CNRACL. Et donc, la liste des employeurs qui sont éligibles auprès du régime n'a pas été modifiée par l'article 16 que nous avions tous pourtant voté l'année dernière et donc reste circonscrite aux seuls CCAS ou CIAS.
C'est particulièrement injuste pour les SIS puisque ça met à mal leur équilibre financier. Et je rappelle, je le redis, que c'est un rôle, c'est le même rôle. Ce sont les aides à domicile qui apportent soutien et accompagnement auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et que c'est essentiellement sur les territoires ruraux qu'il y a quelques SIAS. Et donc le présent amendement vise à généraliser les exonérations en question aux SIAS comme elles s'appliquent pour les CIAS. Merci Madame Poumirol. Je vais demander l'avis de la commission sur cet amendement. Oui, merci, chers collègues. En réalité, ce n'est pas le même amendement que l'an dernier, on est d'accord. Il propose d'étendre aux aides à domicile fonctionnaires l'exonération de cotisations employeurs dont bénéficient certaines structures dans le cas des seules aides à domicile contractuelles. C'est là qu'il faut être attentif. Le droit actuel. Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans le cas de diverses structures. Depuis l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, inséré au Sénat avec un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement, ces structures comprennent les syndicats mixtes fermés et les EPCI. Bon, là, tout va bien. L'amendement propose d'aller encore plus loin en supprimant l'exigence de CDD ou de CDI pour étendre l'exonération à l'ensemble des fonctionnaires. On peut toutefois s'interroger sur le bien fondé de cet amendement. En effet, la rémunération des fonctionnaires obéit à des règles propres qui ne permettent pas de la comparer à celle des salariés de droit privé. Par ailleurs, il serait dangereux de mettre le doigt dans un engrenage où on instaurerait des réductions de cotisations employeurs pour des fonctionnaires. C'est pour cette raison que c'est un avis défavorable de la commission. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, votre avis. Madame la présidente, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, alors si je comprends bien, vous voulez mettre plus de monde dans la niche qu'on a créée l'an dernier, quoi. C'est ça l'idée. Je crois me souvenir que j'étais pas là, mais on me le dit que le gouvernement n'était déjà pas très chaud pour créer cette niche l'an dernier. Là, je le soutiens parce que j'ai déjà porté cette réponse. On essaie de fermer des niches dont l'idée d'en créer d'autres ou de les augmenter en taille n'a pas, voilà. Oui, c'est pas la même taille, mais enfin bon, quand même, il y a un peu le principe quand même. Premièrement. Bon, deuxièmement, de la même manière, l'extension de cette exonération de la cotisation vieillesse de la CNRACL, selon nous, n'est pas justifiée. En fait, parce que ça a été dit par la rapporteure générale, ces agents, étant fonctionnaires territoriaux, ne sont pas exposés au risque de perte d'emploi, objet des dispositifs d'allègement et de cotisation sociale. Et derrière tout ça aussi, on a une histoire de transfert de charges, en fait, de charges financières entre les collectivités territoriales et l'État, qui compense à la sécurité sociale le coût de ce dispositif. Ça aussi, c'est aussi pour ça que l'année dernière, je pense, mon homologue n'était pas très favorable à ce dispositif. Là-dessus, l'État doit être aux côtés des collectivités territoriales, à coup sûr, mais nous pensons, et c'est un débat qu'on a d'ailleurs avec les collectivités territoriales, que chacun doit participer à l'effort de redressement de nos comptes publics, et pour ces raisons, je ne pourrais pas apporter un avis favorable, c'est donc un avis défavorable à votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Poumirol, bien sûr, pour explication de vote, je vous en prie. Il est un fait que les CIAS, qui ne touchent aujourd'hui qu'une intercommunalité, on est bien d'accord. Donc les CIAS sont surtout sur les grandes agglomérations, là où il y a beaucoup de population, et qui peuvent permettre à l'échelle d'une intercommunalité de mettre en place un service d'aide à domicile. Eux sont exonérés et ils sont pourtant fonctionnaires. Et vous me dites que pour des SIAS, parce qu'ils sont sur plusieurs territoires, parce qu'ils touchent le monde rural, ils n'ont pas droit à la même exonération. C'est parfaitement injuste et je ne suis pas du tout d'accord avec votre raisonnement. Madame Poumirol, je vais donc mettre aux voix votre amendement qui a eu 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous continuons avec 7 amendements en discussion commune. Je commence par Madame Brulin pour le 1164. Merci Madame la Présidente. Notre amendement propose à nouveau d'augmenter les recettes de la sécurité sociale tout en incitant les entreprises à augmenter les salaires
plutôt que d'autres formes de rémunération. Cet amendement prévoit ainsi de soumettre à cotisation sociale les dividendes, l'intéressement et la participation et les plus-values élevées-ventes d'actions. Cette mesure avait été adoptée à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLFSS 2025. Les dispositifs de participation, d'intéressement, de plan d'épargne entreprise représentent un coût de 2,2 milliards d'euros pour la sécurité sociale qui n'est pas compensé par l'État. Ces compléments de salaire se sont peu à peu et de manière très accélérée ces dernières années substitués au salaire de base, ce qui contribue à l'érosion de la base contributive des cotisations sociales. Selon la Cour des comptes, la dynamique récente des compléments de salaire a entraîné une augmentation de la perte nette de recettes équivalente à la hausse du déficit de la sécurité sociale, c'est-à-dire entre 2018 et 2022, c'est-à-dire 18 milliards d'euros. Si l'intéressement et la participation ne sont pas soumis à cotisation sociale, les entreprises de plus de 250 salariés sont assujetties au forfait social de 10 ou de 16%. Selon les cas, nous proposons de soumettre aux taux normaux de cotisation sociale les dividendes, l'intéressement et la participation, ainsi que les plus-values et levées-ventes d'actions, ce qui permettrait des recettes supplémentaires de 12 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez rester au micro pour présenter l'amendement, ou c'est Madame Silvani? Je vous en prie. Je vous en prie, chers collègues. Le 1171. J'ai 3 amendements identiques. Merci, Madame la Présidente. La sécurité sociale doit être financée par la valeur créée dans notre économie. Cette valeur, depuis les travaux des classiques jusqu'aux analyses contemporaines, se répartit entre 2 facteurs de production, le travail et le capital. Petit détour historique. Au sortir de la Libération, lorsque Croizat et les bâtisseurs de la sécurité sociale écrivent les règles de notre modèle, la répartition de cette valeur est la suivante. La part du travail progresse, tandis que la part du capital demeure plus faible et orientée vers l'investissement productif, le développement industriel et la reconstruction nationale. C'est dans ce contexte que s'installe une sécurité sociale assise sur les cotisations sociales, expression directe de la contribution du monde du travail et de la solidarité. Mais aujourd'hui, cet équilibre historique n'existe plus. Le capital s'est arrogé une part croissante de la valeur, captant des flux de revenus de plus en plus massifs et surtout de moins en moins productifs. La financiarisation de l'économie a profondément déplacé les lignes. L'investissement décroît, les dividendes atteignent des niveaux records et la part de la valeur revenant aux salariés se rétracte. Dans ce mouvement, les rachats d'actions représentent sans doute l'expression la plus nette, la plus froide de cette dérive. Car un rachat d'actions ne crée aucune richesse nouvelle. Il ne finance ni machines, ni emplois, ni innovation. Il vise un seul objectif, faire monter mécaniquement le cours, satisfaire les actionnaires, doper les rémunérations indexées sur la performance boursière. Et ce constat n'est pas une lubie de gauche. Le président de la République lui-même, fin 2023, s'indignait publiquement d'un cynisme à l'œuvre dans ces entreprises qui tellement prospèrent. Allez-y, parce que quand même, on approche 20h et je voudrais quand même les finir. Je vais finir. Donc, je rappelle le président de la République qui s'indignait publiquement d'un cynisme à l'œuvre des grandes entreprises qui, tellement prospèrent, préfèrent racheter leurs propres titres plutôt que d'investir. Merci à vous. Dixit, c'est une citation. Oui, mais que le chef de l'État. Non, on arrête là. On arrête. Non. Non, je suis désolée. Pas souvent, je vais faire comme Monsieur Milon. Je suis désolée, j'essaie de vous laisser parfois du temps, mais parfois j'ai aussi un rythme à suivre et donc on arrête. Ah, j'ai dépassé. Je continue. Pardon. Je continue. Madame Poncet-Monge, l'amendement est identique. Il est défendu? Ah bah il est défendu. Il est défendu, je vais rester dans les 2 minutes. Moi j'aurais essayé, mais ce que je peux.
Mais c'est très allez-y. cohérent, c'est dans la continuité. Souvent, on dit tout ça. Moi, j'aimerais parler de l'impact sur les entreprises. Est-ce que ça a un impact sur les entreprises, sur le plan économique et sur notre économie? Alors, il faut savoir qu'en 2023 et 2024, les volumes de rachat d'actions en France ont représenté près de 30 à 50% des sommes allouées aux dividendes. Ce sont ainsi 33 et 25 milliards, enfin c'est dans l'autre sens. Car au-delà de l'augmentation de la rémunération des actionnaires, le véritable objectif par le rachat d'actions réside dans la croissance du bénéfice par action pour enjoliver la communication financière des entreprises. Les analystes produisent ainsi des prévisions favorables dans ces entreprises en direction de qui? Des fonds d'investissement qui s'en servent pour définir leur allocation d'actifs. En d'autres termes, il s'agit de donner l'impression que l'action de l'entreprise devient plus attractive, même si, en termes de réalité économique sous-jacente, rien n'a changé. De ce point de vue, le rachat d'actions ne crée aucune valeur et n'est qu'un transfert de richesse vers les actionnaires sans contribuer à la croissance de l'entreprise par les investissements et donc à l'économie. La loi de finances de 2025 a également remarqué les dérives à ce sujet puisqu'elle a porté la création d'une taxe de 8% sur les réductions de capital par annulation de titres, résultat d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. Cependant, cette taxe étant calculée sur la valeur nominale des actions et sur la valeur de marché, cela limite son impact à moins de 1% des montants engagés, soit bien en deçà quand même des attentes. Alors une taxation sérieuse, oui, sans pénalisation de l'entreprise, là, puisque de fait, ça ne lui revient pas en investissement. En solidarité, par contre, des comptes sociaux, profite à tous. Il faut donc envisager de remettre de l'ordre dans un dispositif totalement financier. Je passe à l'amendement identique de Madame Le Héroux. Effectivement, c'est un amendement commun au groupe de gauche dont le bien fondé a déjà été largement illustré. Il vise à soumettre les rachats d'actions à l'assiette de cotisation de sécurité sociale. Aujourd'hui, les rachats d'actions échappent aux cotisations sociales. Les inclure permettrait de renforcer les recettes et justement contribuer à son financement, notamment dans un contexte de déficit persistant. Les rachats d'actions connaissent une progression très rapide et constituent désormais un outil majeur de redistribution aux actionnaires, bien que moins connu que les dividendes. Les 425 plus grandes entreprises européennes cotées en bourse ont ainsi racheté pour 161 milliards d'euros de leurs propres actions en 2022, soit presque le double de 2021. Il s'agit donc d'un mécanisme massif dont l'essor renforce la nécessité d'un encadrement plus juste. Cette mesure vise également à rétablir l'équité entre les différentes formes de rémunération. Les salariés et dirigeants qui reçoivent des actions bénéficient d'un avantage patrimonial comparable à un salaire en capital. Lorsqu'il n'est pas soumis aux mêmes cotisations que le salaire classique, cela crée une inégalité de traitement. Cet amendement garantit que toutes les formes de rémunération participent de manière juste au financement collectif, notamment pour la retraite, pour la santé et pour la protection sociale. Merci Madame Le Héroux. On continue avec le 959 de Madame Poncet-Monge. En fait, mes chers collègues, je vais faire en sorte que les amendements soient présentés. Ensuite, nous ferons la pause et après la pause, on demandera les avis de la commission et du ministre et il y aura les explications de vote. Ce que je ne peux pas couper, vous voyez, séquencer entre deux. Donc, je vais vous demander quand même de tous les présenter et ensuite, on suspendra. Merci Madame la Présidente. Alors, selon le rapport Vachet, l'assiette de la CSA exclut certains compléments de salaire assujettis à la CSG et à la CRDS. Dans une logique d'universalité, il pourrait donc être logique que l'assiette de la contribution inclue désormais l'épargne salariale, les contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire des salariés, les stocks options, les indemnités de rupture du contrat de travail. Cela revient pour une grande partie à utiliser l'assiette du forfait social pour y fixer un prélèvement de CSA. En parallèle, la branche autonomie reste dotée de moyens largement insuffisants
pour faire face aux immenses défis de la prévention de la perte d'autonomie fonctionnelle, tant des personnes âgées que des personnes de handicap. Besoin de dizaines de milliers d'embauches, une hausse sensible du taux d'encadrement dans les services et les établissements, revalorisation salariale, réforme des services d'autonomie à domicile. Par ailleurs, selon le rapport MEX, la boîte à outils, tiens, c'est la première fois qu'on le cite, la notion de politique inchangée sur l'autonomie pourrait être peu adaptée s'agissant d'une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne, dans le cas de la France, les dépenses publiques en faveur de l'autonomie passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070, selon le scénario de référence, mais à 4,8 points de PIB selon le scénario de risque, c'est-à-dire de conformité aux valeurs européennes, enfin à la moyenne européenne. Aussi, cet amendement se propose en conséquence de reprendre la proposition du rapport Vachey, qui parle d'autonomie, et d'étendre la CSA à certains compléments de salaire, comme les contributions des employeurs, les stock options, les indemnités de rupture du contrat de travail. Rendement 240 millions à la branche autonomie. Merci Madame Poncet-Monge. Et enfin, donc les deux amendements, Madame Le Houerou, le 1677, et vous présenterez également dans la foulée le 1678. Oui, alors moi je vais présenter le 1677 et ma collègue Corinne va présenter le deuxième qui est un ajustement du premier que je vais ici présenter et qui vise à supprimer les exonérations de cotisations de sécurité sociale applicables à l'intéressement, aux réserves de participation et à l'abondement versé dans le cadre des plans d'épargne salariale pour la part des rémunérations qui dépassent 3 SMIC. Depuis plusieurs années, une part croissante de la rémunération des salariés prend la forme de dispositifs dits de partage de la valeur. S'ils peuvent constituer un complément utile, ils sont surtout, pour les plus hauts salaires, un moyen d'accroître la part variable de la rémunération non soumise à cotisation sociale et donc non génératrice de droits, notamment en matière de retraite. Nous proposons donc que cette part de rémunération, au-delà de 3 SMIC, contribue normalement au financement de notre système de retraite, comme le font déjà les salaires classiques. C'est une question de cohérence, de justice sociale. Il n'y a pas de raison que la rémunération variable la plus élevée échappe durablement à la solidarité nationale. Cette mesure permettra dans un premier temps de renforcer l'équilibre financier du régime de retraite et dans un second temps d'ouvrir de nouveaux droits pour les salariés concernés puisqu'elle réintègre dans l'assiette cotisable une rémunération aujourd'hui exclue. Selon l'économiste Michaël Zemmour, la suppression de cette exonération pourrait rapporter environ 3,5 milliards d'euros par an au système des retraites. Ce n'est pas marginal, c'est une ressource significative, pérenne et parfaitement alignée avec le principe contributif qui fonde notre modèle. Mes chers collègues, cet amendement vise simplement à restaurer l'équité entre les différentes formes de rémunération et à consolider durablement le financement de nos retraites. Je vous invite donc à l'adopter puisque nous cherchons des recettes et des retraites aussi d'ailleurs. Merci. Merci Madame Le Houerou. Et enfin donc Madame Ferré pour le 1678. Oui, merci Madame la Présidente. Les compléments de salaire distribués au titre de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale, des actions gratuites ou encore des primes de partage représentent aujourd'hui 25,4 milliards d'euros selon la Cour des comptes. 25 milliards d'euros intégralement exonérés de cotisations sociales, sans aucun plafond, y compris pour les rémunérations les plus élevées. Cela signifie concrètement que des salariés disposant déjà de revenus très importants peuvent percevoir des sommes considérables sans contribuer un seul euro à la sécurité sociale. Ce constat n'est pas tenable ni pour l'équité ni pour le financement de notre modèle social. La Cour des comptes elle-même alerte sur les effets cumulatifs de ces exemptions et sur la substitution progressive de ces compléments aux salaires de base qui, eux, financent la solidarité nationale. Elle recommande donc de réduire et harmoniser les plafonds d'exemption en les alignant sur celui de la prime de partage de la valeur, 6 000 euros par an et par bénéficiaire. C'est exactement l'objet de notre amendement. Appliquer cette limite aux salariés dont la rémunération dépasse 3 SMIC, afin de mettre fin à un système dans lequel les hauts revenus captent l'essentiel des avantages fiscaux et sociaux sans participer à l'effort collectif.
Il s'agit d'une mesure de justice sociale, rétablir une contribution équitable entre les salariés, entre les entreprises, et garantir que ceux qui perçoivent les compléments de rémunération les plus importants participent eux aussi au financement de notre protection sociale. Il s'agit aussi d'une mesure de responsabilité financière. La Cour des comptes, encore une fois, est très claire. Elle écrit que l'ampleur prise par les régimes dérogatoires pour les compléments de salaire porte atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l'équité du prélèvement social. Dans un contexte de déficit croissant, continuer à laisser filer ces exonérations au profit d'une minorité n'a plus aucun sens. Renforcer l'assiette de cotisation, garantir l'équité, c'est le sens de notre proposition.